Alors, bienvenue à cette nouvelle matinale du Dispad, donc les portraits du mois. L'objectif, c'est de pouvoir vous présenter tous les 2 mois une petite interview de 20 minutes avec un chargé de projet financé sur le fonds de lutte contre les addictions. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir recevoir Anisa Paglicia de la Coréade pour nous parler de son projet, donc Addiction et Handicap. L'objectif, c'est de vous faire découvrir l'ensemble des projets du fonds de lutte dont fait partie, ce projet et de vous familiariser un petit peu plus avec, du coup, cette enveloppe de financement de l'ARS. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous présenter, du coup, ton projet, en 2-3 minutes et te présenter? Oui, tout à fait. Donc je suis, Anisia Paglicia, je suis chargée de projet, addiction et handicap, à la Coréade, Nouvelle-Aquitaine et je travaille sur un projet, addiction et handicap depuis, juin 2024, donc c'est un projet qui a 1 an et demi. À l'origine, le projet, il résulte d'une demande spécifique de l'ARS, en fait, de travailler sur le sujet du handicap, en Nouvelle-Aquitaine il s'appuie vraiment sur, une publication, de recommandations de bonnes pratiques qui a été publiée par la Haute Autorité de Santé sur, la prévention et la réduction des risques et des dommages, concernant les addictions dans tout ce qui est ESSMS, donc établissements et services sociaux et médico-sociaux, du secteur, du handicap. Il y avait aussi une étude, régionale qui avait été réalisée dans les Hauts-de-France sur les conduites addictives le handicap, donc qui montre qu'il y a un vrai besoin, de prévention à ce niveau-là c'est pour ça que ce projet a été lancé, en Nouvelle-Aquitaine. En termes d'axes, d'action sur le projet, il y en a 4. Donc il y a un premier axe, c'est, un axe d'état des lieux et des connaissances. Donc on nous a demandé vraiment de faire un état des lieux du territoire sur la Nouvelle-Aquitaine et de se poser la question: «Est-ce que, il y a des conduites addictives dans les établissements et services, médico-sociaux du handicap?» Dans ce cadre-là, j'ai notamment réalisé des entretiens qualitatifs pour alimenter, cet état des lieux régional, auprès de plusieurs établissements. Ensuite, il y a toute une partie, sensibilisation et formation des professionnels. Dans ce projet-là, à la demande, quand les structures le souhaitent, je peux les aider à organiser une formation, une sensibilisation sur les conduites électives auprès de leurs professionnels. Les sensibilisations, c'est un format plus court, sur une thématique spécifique. Ça peut être, juste les concepts clés ou, par exemple, spécifiquement tabac, où on va faire vraiment un focus sur le sujet. L'idée, c'est de solliciter un addictologue de proximité pour faire cette formation, pour qu'il soit après, un relais, par la suite. Et dans ce cadre-là, la Cored a aussi créé une formation de 1 à 2 jours en fonction des besoins, sur, conduites addictives et handicap, qui peut être réalisée auprès des structures. Ensuite, le troisième volet, donc c'est un accompagnement méthodologique. Là, c'est vraiment aider les structures à se saisir du sujet, des conduites addictives. C'est pas forcément un sujet, qu'elles connaissent bien. L'idée, c'est vraiment de les aider dans leur réflexion, à travailler sur le projet d'établissement, travailler sur, le règlement intérieur, sur les actions qu'elles veulent monter et cetera. Donc c'est vraiment un accompagnement sur, comment structurer leur démarche. Et enfin, il y a tout un volet aussi de coordination et animation d'un réseau d'acteurs sur la Nouvelle-Aquitaine. Ça le but vraiment, principal de cet axe-là, c'est de créer des liens entre, le secteur addictologie et le secteur handicap, qui ne se connaissent pas forcément. Ça se fait, principalement avec, l'organisation d'événements, des journées d'échange de pratiques, des, colloques et cetera. Au niveau des partenaires, on en a eu beaucoup, mais les principaux partenaires, donc c'est le CREAI, où nous sommes en partenariat avec eux pour, réaliser l'état des lieux. La fédération Addiction qui nous a intégrés notamment à un groupe de parole national, un groupe d'échange de pratiques nationales sur, la thématique, conduites addictives et handicap. Le groupe UGCAM, où on a beaucoup travaillé avec eux pour organiser des journées, sur la cérébrolésion et les addictions et l'ADAPI 33, qui, a aussi été beaucoup mobilisé pour, travailler un peu sur la thématique, tabac et handicap. Merci. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus, du coup, des freins et des limites de cette intervention? C'est un projet, qui a quand même, des freins, notamment par son sujet qui est assez large. C'est vrai que le handicap, il y a quand même beaucoup de spécificités différentes, des prises en charge différentes et cetera. Ça demande beaucoup d'adaptation, par rapport aux outils existants. J'ai un peu listé les freins par rapport aux 4 axes d'action que j'ai présentés précédemment.
Donc au niveau de l'état des lieux, on a réalisé cette étude auprès, de 400 établissements à peu près et donc ça s'est plutôt bien passé mais il y a eu quelques difficultés, notamment la méconnaissance du sujet. En fait, c'est une étude déclarative et du coup les personnes, avaient pas forcément la même définition, des conduites addictives donc les réponses, diffèrent un peu, de temps en temps par rapport à ça. Il y a aussi pas mal de représentativité au niveau des répondants. En fait, l'étude a été transmise, principalement aux directions et donc la problématique qu'on avait, c'était, qu'on avait vraiment envie d'avoir un état des lieux qui reflétait l'avis des professionnels de terrain et éventuellement des usagers, mais on ne sait pas si ça a vraiment été, le cas. On l'espère, on l'a recommandé en tout cas, mais on n'a pas vraiment moyen de vérifier et après, bah, du coup, sur l'état des lieux et des connaissances, c'est vrai qu'on part un peu de quasiment rien. Il y a peu de recherches, même à l'étranger sur la thématique, handicap et conduite addictive. Ensuite, au niveau de tout ce qui est sensibilisation et formation, il y a un problème de représentation au niveau des conduites addictives. En fait, les professionnels vont avoir, un peu des idées préconçues sur les conduites addictives. Par exemple, ils vont souvent beaucoup se focaliser sur, la problématique des écrans, qui est réelle et qui concerne un peu tout le monde. Mais par contre, ils vont peut-être moins avoir, cette sensibilité sur, les problématiques liées au tabac, qui est un peu plus normalisé en structure ou en service. Donc c'est aussi un de nos travaux, c'est vraiment de sensibiliser sur le fait que le tabac notamment est une thématique très importante à travailler. Ensuite sur les sensibilisations, formations, il y a aussi, la diversité des handicaps et des modalités de prise en charge. C'est En fait, il faut vraiment essayer d'adapter. L'idée, c'est de les former sur les concepts de base, mais après eux, pour, les modalités de prévention, les modalités de prise en charge, ils doivent adapter en fonction de leur public, en fonction de leur modalité de communication et cetera et c'est pas toujours un travail facile, à réaliser et enfin, bah, il y a le temps. C'est vrai que ces professionnels-là sont très sollicités, au niveau de leur travail. Ils ont beaucoup de choses, à gérer et aussi pas mal de formations, en fait, à faire sur, divers sujets, donc ils ont pas toujours le temps de se former en profondeur sur les conduites addictives. Ensuite, au niveau de l'accompagnement méthodologique, un des freins, c'est vraiment, quand on n'a pas le soutien de la direction. Au niveau des structures, c'est vraiment quelque chose de primordial, sinon ça fonctionne pas, en fait, un accompagnement sur du long terme. Il y a aussi ce problème de représentation sur les addictions, donc se focaliser peut-être sur des problèmes qui sont en réalité moins problématiques que d'autres, notamment sur le tabac. Des problématiques de représentativité, donc des professionnels, des usagers et cetera. Par exemple, sur les groupes de travail qu'on réalise pour un peu brainstormer, sur, la vision, de l'établissement sur, les conduites addictives, sur les actions qu'ils vont mener. C'est assez difficile d'avoir un groupe de travail qui représente tout le monde avec à la fois, des professionnels, des représentants d'usagers. Idéalement, il faudrait même des proches. C'est pas toujours facile de mobiliser tout le monde et surtout sur la durée. Donc il y a la problématique de temps aussi. Et enfin, il y a une grande problématique, mais qui est sur un peu tous les axes, en fait, c'est, ce dilemme entre protection de la personne et liberté. C'est-à-dire que les structures, elles doivent constamment jongler entre vraiment, elles ont un devoir de protection de la santé de la personne, mais elles ont un devoir aussi de leur laisser leur liberté individuelle, donc c'est pas toujours facile, de gérer ça. Et au niveau, des actions qu'elles proposent, elles ont pas forcément d'autres solutions des fois que de faire de l'interdiction, par exemple, de consommer et c'est pas forcément ce qui est recommandé, notamment, vis-à-vis de la liberté individuelle des personnes. Et enfin, au niveau de la coordination, il y a pas beaucoup de difficultés, mais l'idée, c'est que en fait, c'est des secteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer. Donc voilà, ça peut être un frein, au début, en tout cas, à la création de journées, un peu, communes. Merci et du coup, bon, face à ces freins-là, je suppose que tu as pu solliciter des ressources, identifier des leviers. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, effectivement, il y a quand même beaucoup de ressources et de force, en fait, vis-à-vis de ces différents axes d'action. Au niveau de l'état des lieux, déjà le soutien fort du CREAI, ça nous a vraiment aidé à réaliser une étude d'envergure avec, 400 réponses, donc c'est quand même, assez important. Donc c'est notamment grâce à leur réseau vraiment, dans le secteur du handicap qui est assez étendu et assez fort. Ensuite, il y a les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont quand même des recommandations nationales et sur lesquelles on peut s'appuyer. Ça donne une légitimité à notre, propos et aussi, c'est un sujet en fait qui intéresse et qui mobilise, les structures parce qu'elles sont,
toutes, enfin quasiment en grande partie concernées par, une ou plusieurs conduites addictives. Elles sont de toute manière intéressées par la thématique et elles sont, enfin veulent vraiment en savoir plus et construire des actions sur le sujet. Au niveau des formations, c'est, les professionnels de l'addictologie, ils sont aussi très mobilisés, ils sont très motivés pour venir, en structure, un peu expliquer, les conduites addictives et comment on peut faire de la prévention ou de la prise en charge et c'est un sujet évidemment qui intéresse, que ce soit, les équipes, la direction, même les usagers quand ils peuvent participer, c'est vraiment un sujet qui les mobilise. Sur l'accompagnement méthodologique, évidemment, il y a les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui, appuient notre, réflexion sur cette thématique-là. La Coréade notamment a créé des outils, des fiches pratiques qui reprennent ces recommandations-là, pour, l'accompagnement méthodologique des structures, donc c'est pour s'en saisir un peu plus facilement avec des notions clés. Ensuite, au niveau des ressources aussi, c en fait, les structures ont souvent besoin de renouveler leur projet d'établissement ou de service et du coup, on se saisit souvent de ce moment-là pour, du coup, leur proposer de faire, une réflexion sur, intégrer les conduites addictives dans leur projet. Et après, il y a plusieurs outils d'animation qui existent pour, justement réfléchir ensemble sur ce qu'ils veulent proposer au niveau des actions, au niveau du projet d'établissement. Il y a pas mal de choses qui marchent bien et qui permettent, en équipe, de phosphorer un petit peu et d'en ressortir des idées intéressantes. Et enfin sur la coordination, c'est un sujet qui intéresse que ce soit le secteur addicto ou le secteur handicap. On l'a vu notamment dans une journée le 9 décembre où il y avait plus de 400 participants, qui étaient venus, donc on voit que c'est un sujet qui intéresse et il y a vraiment un besoin d'échange, dans ces journées-là. Il y a toujours, beaucoup de questions, beaucoup d'échanges entre les 2 secteurs qui se connaissent pas forcément et donc qui ont besoin un peu de savoir comment chacun fonctionne, et donc c'est des choses qui marchent bien. Et pour finir, notamment en fait, la grande force, de ce projet, c'est les professionnels du secteur handicap qui ont vraiment cette, sensibilité de protection, de la santé de leurs usagers et donc ils ont vraiment, cette, mobilisation, pour, agir sur la santé des personnes, donc c'est pour ça que ça fonctionne bien aussi, c'est qu'ils ont vraiment à cœur de bien agir, quoi. Et à ce jour, du coup, quels impacts tu as pu constater, suite à voilà, à cet état des lieux, sensibilisation, l'accompagnement et la coordination que tu proposes? Alors au niveau des résultats du projet, donc sur l'état des lieux, donc ce projet, ça a permis de faire vraiment heu, une étude régionale, donc un état des lieux régional, ce qui permet d'ajouter un peu à la recherche, scientifique. Il y en avait pas beaucoup, qui existaient, donc ça permet d'ajouter un petit peu de matière. Notamment, le fait que notre, étude ait mobilisé, 1 000 établissements et qu'on ait eu, 448, réponses, ça permet d'avoir une étude assez solide, en tout cas assez représentative sur le territoire Nouvelle-Aquitaine et c'est une étude aussi qui va nous donner des idées de pistes d'action, en fait, pour la suite parce qu'on a recensé les besoins des structures, donc c'était assez intéressant. Au niveau de la sensibilisation, du coup, au fur et à mesure du projet, donc on a vu une augmentation des actions Moi sans tabac à destination des personnes en situation de handicap. Ça a été un des objectifs du projet, c'était vraiment de sensibiliser les professionnels, notamment sur le tabac et donc on a fait un petit crossover avec le projet, Moi sans tabac pour, justement, encourager les personnes en fait à créer une première action de prévention, au mois de novembre. Donc ça, on peut le voir sur, la plateforme Oscar Santé, en 2024. Il y a une formation de 2 jours qui a été créée, sur les conduites addictives et qui essaye de s'adapter au maximum, au public en situation de handicap, donc avec des outils qui sont proposés, en fonction des handicaps rencontrés. Ensuite sur l'accompagnement méthodologique, il y a la fondation John Bost en Dordogne qui a été vraiment, accompagnée, sur plusieurs mois sur, l'intégration des conduites addictives dans son projet d'établissement. Il y a eu la création et la transmission de plus de 400 fiches pratiques qui reprennent justement les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et après, sur l'animation de réseau, il y a eu beaucoup d'événements, j'en ai mis quelques-uns. Donc il y a eu un café addiction, pour les sourds, et malentendants où justement là, on échangeait entre professionnels et une patiente experte, sur le sujet, la surdité et les addictions. Il y a eu une journée cérébro-lésions acquises et addiction à Saintes en septembre, qui a été vraiment l'occasion de beaucoup d'échanges entre le secteur addicto et handicap et qui a vocation à se répéter, dans d'autres départements, l'année prochaine. Il y a eu une journée régionale, addiction et handicap le 9 décembre, donc qui a eu un grand succès, qui a permis de rassembler, 400 personnes, et il y a eu plusieurs interventions Moi sans tabac et handicap, justement pour promouvoir un peu la démarche Moi sans tabac, mais dans les ESSMS handicap.
pour vraiment leur transmettre le message qu'eux aussi, ils ont leur rôle à jouer, dans la prévention des addictions. Voilà, c'est à peu près tout sur les résultats. Bah, c'est déjà pas mal, merci. Et du coup, pour terminer, c'est quoi les perspectives et éventuellement les évaluations que tu as prévues pour cette intervention? Alors en fait, le projet, il est en fin, c'est la fin de sa première phase. Du coup, là, l'idée, ça va être, de le reproposer au financement, donc de le faire évoluer aussi en fonction des résultats, notamment qu'on a eu dans le cadre de l'étude régionale. Donc l'idée du projet 2026, qui sera un peu le nouveau projet, le projet amélioré, c'est un objectif général d'améliorer la prévention, le repérage et l'accompagnement des conduites addictives chez les personnes en situation de handicap et pour cela, faut favoriser l'appropriation des recommandations de la HAS, renforcer les compétences des professionnels du secteur et structurer et pérenniser la dynamique territoriale sur cette thématique. Donc l'idée dans ce projet, ça va être vraiment, de diffuser les recommandations de la Haute Autorité de Santé, au maximum et de s'assurer que les structures puissent, se les approprier assez facilement. De continuer et poursuivre les formations, pour les professionnels, vu que la formation a été créée, donc là, ça va être vraiment de la diffuser sur l'ensemble du territoire. De proposer un accompagnement à la demande, donc là, c'est, la poursuite, en fait, du travail méthodologique, que ce soit pour, travailler sur les recommandations, travailler sur le projet d'établissement, éventuellement, former un référent, dans la structure, un référent prévention et on va aussi créer une plateforme ressources, donc qui a pour objectif de recenser, les outils qui seraient utiles pour la prévention des conduites addictives dans le secteur handicap, mais aussi, l'idée, ce serait d'avoir un catalogue de formations et de relayer, en fait, toutes les formations qui existent aussi, des partenaires, du territoire, par exemple Addiction France et cetera, donc d'autres associations et donc l'idée, c'est de tout centraliser sur une plateforme pour que les personnes puissent trouver facilement, toutes les informations et enfin, c'est continuer vraiment, l'organisation d'événements, tout ce qui est journée régionale, les groupes de réflexion, les journées d'échange de pratiques, c'est des choses qui fonctionnent bien et qui permettent vraiment de me faire de la mise en contact, sur le territoire entre le secteur addicto et le secteur handicap. Donc l'idée, c'est de continuer aussi sur cette lancée-là. Voilà, tout ça, c'est en piste de réflexion évidemment. C'est, nos idées actuelles, mais je pense que le projet 2026 devrait à peu près ressembler à ça. OK, bah, super. Merci beaucoup Anisia, pour cette, présentation, synthétique de ton projet.